Ils ont construit un discours très cohérent dans lequel toute la faute, c'est la faute des écologistes, parce que dans ces marchands de doute et dans toutes les initiatives que l'on a pour essayer de ralentir la lutte contre le changement climatique, il y a aussi le fait qu'on va taper sur les écologistes, dire que c'est des bobos, Clément fait un peu pareil, dire que les écologistes, ce sont des bobos qui ne s'occupent pas du tout du peuple et qui œuvrent contre le peuple. Vous, Dominique Méda, vous prenez un peu plus de hauteur et vous qualifiez l'existence d'un système global avec des personnes que vous qualifiez de marchands de doute, qui bénéficient directement du statu quo et empêchent toute transformation profonde. Selon vous, comment ces organisations dont vous parlez, quelles sont-elles déjà, parviennent à influencer les perceptions collectives et à freiner concrètement les changements nécessaires pour la bifurcation? Et puis par ailleurs, dans quelle mesure les difficultés d'une conversion politique globale exacerbent-elles cette situation? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors oui, je parle des marchands de doute en faisant référence à ce livre que vous connaissez peut-être, hein, de donc Oresque et Conway, qui a été publié en 2010 et qui montre comment il y a eu des scientifiques qui ont été embarqués dans des croisades par les grandes entreprises, alors qu'il s'agisse du tabac ou précisément du changement climatique, avec avec donc un rôle central des grandes entreprises et des scientifiques. Alors, il y a des scientifiques qui s'y sont mis tout seuls, hein, si on fait un peu une cartographie des acteurs qui freinent, pourquoi on arrive à freiner. Il y a des acteurs qui freinent tout seuls, type William Nordhaus, un économiste qui, en 1972, lorsque paraît le rapport Meadows, donc rapport qui nous dit que ça va s'effondrer avant la fin du XXIe siècle, hein, Nordhaus, qui est un jeune économiste à l'époque, dit ce rapport est complètement nul, il faut le mettre de côté, le mettre même à la poubelle, parce qu'ils ont oublié de mettre le prix dans leur modèle, donc le modèle, il vaut rien du tout. Et Nordhaus, c'est celui qui va avoir le prix d'I-Nobel en 2018, hein, sur le prix Nobel pour ses travaux qui concernent le changement climatique. Donc voilà un scientifique qui lutte et qui dit que le degré de réchauffement optimal, c'est 3 degrés, donc on peut tranquillement aller jusqu'à 3 degrés, que peut-être un jour on aura des problèmes, mais c'est dans très 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 longtemps, et qui en 1983, quand l'Académie des sciences va s'intéresser à ce sujet, il y a des climatologues qui vont dire qu'en effet, il y a un gros problème, et Nordhaus va faire l'introduction et la conclusion du rapport pour dire que non, doucement, hein, quand même, faut pas exagérer. Et donc, il y a comme ça un rôle presque propre des scientifiques, mais quand on regarde bien pourquoi Nordhaus dit ça, il dit ça parce qu'il pense que le niveau de vie des Américains est non négociable, hein, comme les hommes politiques qui suivront. Et je pense que cette idée, elle est très importante, que le niveau de vie est non négociable, parce que les entreprises jouent là-dessus. Hein. Là, dans l'espèce de backlash écologique qu'on a et qui vient de la Commission européenne avec la loi Omnibus, où on nous dit que la CSRD, le devoir de vigilance, toutes ces choses-là, c'est fini. C'est quand même le patronat français, italien et allemand qui a poussé cette idée-là au nom de la compétitivité, la croissance, le fait qu'on risquait de perdre des emplois, etc., etc. Et donc, on a comme ça un ensemble d'acteurs, et puis qui finissent par faire peur à l'ensemble de la population. Hein. L'ensemble de la population, elle est également intéressée par son niveau de vie, par la question de l'emploi. Et donc, on a comme ça une forme de nébuleuse d'acteurs qui peut tranquillement freiner en disant que, de toute façon, on va avoir des solutions techniques pour résoudre les problèmes et qu'il faut croire au progrès. Et vous disiez, est-ce que le climat politique actuel n'en rajoute pas une couche? Bien sûr que le climat politique actuel en rajoute une couche, avec Trump, avec sa croisade anti-science aussi, hein, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait des scientifiques qui se disputaient, et cette histoire de marchands de doute, hein, c'était... on se reposait sur les faiblesses de la science, en quelque sorte. C'est-à-dire quand vous avez le GIEC qui dit il y a 95% de chances que le réchauffement climatique soit dû à l'activité humaine, tout le monde va s'engouffrer dans les 5% pour dire vous voyez, c'est quand même pas très, très net, hein, c'est pas sûr, quoi. Et donc aujourd'hui, on a une dispute
gagnée par les économistes quand même, hein, une dispute entre les climatologues et les économistes. À nouveau, il y a un économiste vraiment très intéressant qui s'appelle Tim Lenton, qui a écrit un rapport avec la Fédération des actuaires britanniques en 2023, et qui dit en gros: j'ai ouvert tous les modèles économiques, les modèles macro sur le climat, et moi, climatologue, ce que je vous dis, je suis capable de comprendre ces équations, et ce que je vous dis, c'est que les hypothèses sont complètement hors sol. Ça veut dire que tous les gouvernements qui aussi se reposent sur les modèles économiques se reposent sur des hypothèses hors sol, et donc c'est vrai qu'on va absolument droit dans le mur. Mais on continue plutôt à croire les économistes, ou un certain nombre d'économistes, hein, je ne condamne pas tous les économistes, bien sûr, mais on continue à croire ceux qui nous rassurent. Nordos, il croyait aux surrégénérateurs, donc il croyait qu'on allait inventer une machine qui donnerait de l'énergie de manière infinie. Et aujourd'hui, je regardais ce matin pour préparer notre discussion, je regardais le programme écologique de Marine Le Pen. Et c'est vraiment absolument passionnant parce qu'ils ont construit un discours très cohérent dans lequel toute la faute, c'est la faute des écologistes, parce que dans ces marchands de doute et dans toutes les initiatives que l'on a pour essayer de ralentir la lutte contre le changement climatique, il y a aussi le fait qu'on va taper sur les écologistes, dire que c'est des bobos, Clément fait un peu pareil, dire que les écologistes, ce sont des bobos qui ne s'occupent pas du tout du peuple et qui œuvrent contre le peuple, qu'on nous propose une écologie punitive, etc. Et le programme du Rassemblement national, c'est exactement ça. C'est hyper cohérent, ça nous dit qu'il faut croire au progrès, que bien sûr il y a un problème, mais qu'on va le traiter, et on va le traiter en faisant du localisme. Et surtout, je voulais vous lire 2 ou 3 petites choses que je trouvais vraiment passionnantes. Hein. Donc dans ce programme, on nous dit qu'il y a un terrorisme climatique qui met en danger la planète, donc le discours est complètement renversé. Il y a un terrorisme climatique qui met en danger la planète et le niveau de vie des Français. Et on revient toujours là, c'est-à-dire, ce que je me disais ce matin, mais quand même, comment se fait-il qu'avec les inondations, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, comment se fait-il que la population ne se soit pas révoltée? Et pourquoi est-ce qu'elle a voté encore plus pour le RN? Et parce qu'en effet, ils ont une explication. Tout le problème, ça vient du Green Deal. Hein. La crise énergétique et la crise alimentaire vient du Green Deal. Donc, il faut démanteler le Green Deal pour organiser, alors disent-ils, un fonds souverain, et puis se réconcilier avec la nature, etc., etc. Ce qui fait que si on veut faire programme contre programme et se battre contre ce programme, il va falloir, en fait, et c'est assez problématique, rentrer dans le détail du programme. Parce que ce programme, il fait 14 pages, il est très cohérent, je pense qu'il est de nature à convaincre les personnes, donc on va devoir rentrer à l'intérieur de ce programme pour le combattre. Et ça, c'est vraiment pas gagné.